Comme on s'y attendait, la loi de finances 2020 est surtout marquée pour les collectivités locales par la réforme de la taxe d'habitation et la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, avec un dispositif de remplacement pour les communes par l'impôt foncier bâti que percevaient les départements jusque-là, et pour les communautés, communes, agglomérations, communautés urbaines, métropoles, pour les départements aussi, et pour la ville de Paris, par l'affectation d'une part de la TVA nationale. C'est une réforme extrêmement importante, d'abord parce qu'elle modifie le lien qui existait entre la commune ou l'intercommunalité et l'habitant par le biais de la taxe d'habitation. Donc c'est une vraie interrogation pour les communes à l'orée du nouveau mandat de savoir comment elles vont reconstruire ce lien. Et c'est une vraie interrogation aussi en termes d'adaptation des ressources à l'évolution des budgets locaux, avec notamment les projets des futurs mandats, les ambitions des nouveaux élus, les nécessités des territoires. Comment est-ce qu'on pourra soit adapter le foncier bâti aux besoins, soit utiliser la croissance de la TVA pour des communautés, par exemple, qui auraient un vrai besoin de développement économique. Donc la réforme est clairement exprimée, les modalités sont prévues, mais elle pose énormément de questions. C'est l'un des points intéressants du contexte, précisément, de cette réforme. Comme la note de conjoncture de la Banque postale l'a montré au mois de septembre, la situation financière globale des collectivités locales n'a jamais été aussi bonne. L'autofinancement, qui est un élément absolument capital dans l'équilibre budgétaire immédiat et pour l'avenir, n'a jamais été aussi élevé. L'investissement est reparti à la hausse, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, les recettes de fonctionnement croissent raisonnablement. Bref, on a une situation qui pour l'ensemble est très bonne et qui l'est globalement pour toutes les catégories, même si les départements connaissent un peu plus de difficultés, par exemple, à cause du poids de la dépense sociale, et même si entre des communes urbaines et les communes rurales, il y a des vraies différences, mais il y a aussi des différences entre les communes rurales elles-mêmes, certaines continuant, par exemple, à perdre de la population et voulant quand même assurer un niveau minimum de services publics, d'autres devenant particulièrement attractives parce que certains veulent échapper au poids de l'urbanisation, à la contrainte des embouteillages, de la vie en ville qui n'est pas toujours aussi facile, au prix du foncier qui a aussi beaucoup augmenté. Donc, ce qui est clair, c'est que globalement, la situation est très bonne. Individuellement, il y a toujours des difficultés et c'est l'une des plus grandes questions aussi qui se posent pour les années à venir. C'est comment finalement traiter chacune des différences de notre pays. À la limite, on pourrait dire qu'il y a 35 000 communes dont aucune ne ressemble à sa voisine et c'est ce qui rend en fait difficile des systèmes notamment pertinents pour que chacune puisse avoir les capacités financières dont elle a besoin. Une question qui divise évidemment complètement aujourd'hui tous les acteurs publics, les acteurs locaux d'un côté, l'État de l'autre, le monde local considérant qu'en fait on lui supprime son autonomie fiscale, notamment en supprimant la taxe d'habitation et en réduisant ce qu'on appelle le pouvoir de taux, c'est-à-dire la possibilité de moduler la pression fiscale locale, et l'État répondant, mais le Conseil constitutionnel l'avait déjà fait, qu'en fait il n'y a jamais eu d'autonomie fiscale, que c'est toujours le législateur qui décide des limites et donc qui peut éventuellement les restreindre, et que l'autonomie fiscale en fait est une utopie sur laquelle on a construit, et c'est vrai qu'on a construit beaucoup de choses depuis la décentralisation, parce qu'on a utilisé beaucoup l'impôt, notamment jusqu'au début des années 2010, pour développer les territoires, augmenter les services publics, améliorer les équipements publics, etc. La libre administration est un concept peut-être un peu plus compliqué, parce que finalement la libre administration, c'est de faire ce que les logiques locales légitimée par l'élection, semble rendre nécessaire, traduite dans des projets de mandat et dans les décisions des assemblées délibérantes. Et l'essentiel, c'est d'avoir la possibilité de le faire financièrement et juridiquement, et aussi, je dirais, fonctionnellement. Or, c'est peut-être là qu'est le problème. Beaucoup de collectivités locales, en fait, se plaignent moins aujourd'hui d'un niveau de ressources parce qu'elles se sont adaptées à la contrainte, qu'en fait, au poids des normes, au poids des règles, aux contradictions de l'État par rapport à un certain nombre de projets. Et s'il doit y avoir une évolution dans les années à venir, notamment avec la loi 3D,
tel qu'on commence à l'appeler aujourd'hui, décentralisation, différenciation, et je ne sais plus quel est le troisième D, ce serait peut-être justement dans un repositionnement de l'État qui laisse les gens, en fait, libres de l'autonomie, dont financièrement, ils ont encore, à mes yeux en tout cas, les moyens. Il est reparti depuis 3 ans, il est reparti à un rythme accéléré, on s'attend sur 2019 à une croissance de 9 ou 10% peut-être. Ça succède à une chute très brutale et elle aussi accélérée entre 2014 et 2016, qui avait des raisons liées notamment à la baisse des dotations, facteur de grande incertitude pour le monde local, qui avait des raisons dans les départements différentes, restriction des capacités, mais clairement l'investissement est reparti. Pour autant, une interrogation photographique, le mandat actuel aura dépensé 17 milliards d'euros de moins en investissement que les 2 précédents. Ça veut dire que, évidemment, le niveau n'est pas le même. Et le deuxième élément d'incertitude, c'est qu'il n'est pas le même, alors même que le patrimoine, lui, est plus important. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce niveau est suffisant? Nous pensons à la Banque Postale que les territoires vont considérer qu'il ne l'est pas. Et donc, quel rattrapage verra-t-on dans les années qui viennent? Et nous pensons effectivement qu'il y aura un rattrapage, notamment au bloc local, par rapport à tout ce qui n'a pas été fait ou qui a été retardé et qui est aujourd'hui nécessaire sur le réseau routier, sur les équipements publics, qui soient effectivement administratifs, sociaux, culturels, éducatifs aussi. Beaucoup d'écoles ont besoin de rénovation ou d'adaptation. Donc nous croyons que ce sera un mandat effectivement consacré à l'investissement. La réforme de la fiscalité va entraîner une refonte de tous les systèmes de redistribution financière pour viser à une meilleure équité territoriale. Et ce que je souhaiterais, c'est vraiment que le monde local s'empare du dossier et qu'il propose directement, par l'intermédiaire des services préfectoraux, les modalités qui lui semblent les meilleures. À défaut, c'est toujours l'État, et il a raison, et il a la technicité pour le faire, qui propose les règles. J'aimerais bien que là, le monde local, finalement, soit l'initiateur des solutions, parce que c'est le seul qui connaît véritablement la réalité des territoires et les différences entre territoires.